toutes et à tous et bienvenue au webinaire de la CAP. Pour le mois de novembre, on vous a concocté un webinaire avec donc pas mal de contenu, mais un contenu relativement lié à la thématique de l'évaluation. Donc l'évaluation sous toutes ses coutures. Est-ce qu'on peut évaluer avec des QCM? Si oui, comment? Si on veut évaluer également avec des QCM sur Moodle, comment on fait? Quelles sont les préconisations, les bonnes pratiques et également les possibilités? Et puis un petit clin d'œil également à l'équipe rouennaise qui a testé pour nous Safe Exam, qui est une solution de surveillance, on va dire, d'examen. Et donc, ils nous feront un retour également à ce niveau-là. Mais avant toute chose, on tenait à laisser quelques minutes à Julien Duquesnoy pour nous présenter le projet Definom, qui est lié notamment à la réalité virtuelle. Et donc, je vais laisser le soin à Julien de nous présenter le projet Definom sur lequel vous pouvez être conviés les uns les autres à un moment donné pour réaliser avec nous des expériences immersives, des démonstrateurs. Julien, je te laisse la parole et je te laisse partager ton écran. Ok, d'accord. Parce que comme tu avais partagé ton écran, comme tu avais le même écran que moi, j'ai cru qu'il D'accord. faisait partage. Alors t'inquiète, je le fais. Est-ce que ça fonctionne? Oui, impeccable. Okay, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du projet qu'on appelle Definum. En fait, on l'appelle Definum parce que c'est une réponse à appel à projet, un appel à projet qui s'appelait Definum, donc auquel nous avons répondu avec un consortium d'acteurs qui sont ceux-là. Donc, on a un ensemble d'entités différentes. On a une association qui est France Immersive Learning, qui est le chef de file du consortium, suivi d'institutions privées, publiques, d'éducation ou industrielles. Donc des profils un peu différents. Et l'objectif de ce projet, c'est de créer une plateforme de réalité virtuelle qu'on appelle Nexus. Cette plateforme, c'est une plateforme d'immersive learning. Donc c'est une plateforme de formation. Donc ça peut être de la formation initiale comme chez nous, mais par exemple chez Alstom, ça va plutôt être de la formation de leurs salariés. Donc une plateforme de formation en immersif, donc en réalité virtuelle. Je vous partagerai le document, je ne rentre pas dans le détail vu le temps qui m'est alloué sur ce que fait chacun des acteurs, mais je vous partagerai la slide si vous voulez le consulter après coup. Je donne simplement les objectifs du projet. Donc l'objectif numéro 1, c'est de créer cette plateforme de réalité virtuelle. Donc c'est une plateforme qui hébergera des contenus de réalité virtuelle et qui sera téléchargeable par tout le monde, en fait. Et les gens pourront jouer des scénarios développés par les membres du consortium, ou soi-même créer des nouveaux scénarios. Voilà. Le second objectif, c'est de en fait, acculturer les personnels sur les campus par l'installation de labs in situ. Donc, on aura, nous, un lab qui va être créé à Beauvais dans un premier temps. On est en train de travailler sur du matériel qui pourra être distribué sur les différents campus. Également, on a une formation qui a eu lieu sur le campus de Beauvais dans un premier temps, et on est en train de mettre en place des formations sur les différents campus où on viendra à votre rencontre. Donc ça, c'est le second objectif. Le troisième, c'est de créer des démonstrateurs d'usage. Donc c'est de créer des scénarios de réalité virtuelle à l'aplomb de ce qu'on fait à Unilassal. Et donc, pour notre part, l'objectif, c'est de développer 6 scénarios de réalité virtuelle. Donc, un en agronomie, un en géologie, un en alimentation santé, un en énergie et numérique, un en environnement et un dernier en vétérinaire. Donc, à nouveau, on viendra vers vous pour vous solliciter. On a déjà commencé à solliciter sur le campus de Beauvais et ça arrivera sur tous les campus prochainement. Et aujourd'hui, même déjà, on commence. L'objectif suivant, c'est d'évaluer les usages. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'efficience de ce qu'on développe. Voilà. Et on a une équipe de chercheurs sur Nantes Université qui vont travailler sur la valorisation de ces données. Donc voilà, il y a la publication scientifique aussi à l'aplomb de ce projet. Et puis enfin, l'idée, c'est de créer une communauté d'usage et de développer un modèle économique pour que la plateforme qu'on aura développée puisse subsister après les 3 années de projet et
continuer à être un outil pour tous les établissements de formation francophones. Quelques chiffres donc pour ce qui nous concerne. Donc le projet dure 3 ans, il a démarré au mois d'octobre, donc c'est tout frais. On a une enveloppe financière de 300 000 € pour le développement de ce projet, dont 35% en autofinancement, mais ça nous donne une somme qui nous permet d'envisager de développer des scénarios de réalité virtuelle en faisant appel à des prestataires, donc des professionnels du son, de l'image, de l'animation, de la lumière, de la 3D, etc. Et donc de créer des contenus qui soient premium, donc à destination de nos étudiants, mais ça peut aussi servir pour toucher le grand public ou pour faire de la promotion amont. Voilà, ça sera un outil qui peut servir à plusieurs titres. Donc sur ces 3 années, on a 3 démonstrateurs à développer, pardon, 6 à développer, 1 la première année, on en développera 2 l'année d'après et 3 la dernière année. On monte en puissance aussi de notre côté. Donc je vous disais tout à l'heure, sur Beauvais, on développe un lab de réalité virtuelle. Donc c'est un lab donc qui va se construire, dans lequel on pourra avoir 8 utilisateurs en VR en même temps, donc 8 étudiants avec chacun un casque, et des outils pour administrer des séances de réalité virtuelle avec une tablette qui permet de voir ce que chacun des apprenants voit dans son casque. Donc voilà, il y a une petite logistique aussi à mettre en place et des techniques de médiation sur lesquelles nous sommes en train de nous former. Donc voilà, ça c'est pour Beauvais. À nouveau, hein, il y a l'idée de diffuser. Voilà, et le pilotage de ce projet se fait avec plusieurs services. Donc on a la DIP qui présente, la DSI, et ensuite on a des équipes de Beauvais et d'Amiens qui sont dans le pilotage du projet. Donc voilà, si dès aujourd'hui vous avez envie de créer des contenus en réalité virtuelle, la porte d'entrée c'est la DIP. Donc voilà, adressez-vous à la DIP pour exposer votre idée, que nous on puisse enregistrer le besoin, et puis ensuite on revient vers vous pour vous accompagner dans le développement. Voilà, c'est tout pour moi, Marion. Merci Julien. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez commencé certains à réfléchir à des expériences immersives que vous souhaiteriez utiliser dans le cadre de vos enseignements. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Lorsque Julien passe sur les campus, n'hésitez pas aussi à en discuter avec lui. Et puis donc, on pourra essayer de formaliser votre besoin et réfléchir ensemble, vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre et le déploiement. Voilà. Donc un grand merci Julien. Et maintenant, donc, vous êtes au courant du fameux projet Definom dont tout le monde parle. Vous avez une explication plus claire du projet. Je vais passer la main à Sébastien, qui est donc sur l'évaluation avec des QCM. Tiens donc. Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. On va essayer d'éclaircir cet élément-là. Je partage mon écran. Et voilà, et effectivement, pour ce point central aujourd'hui de ce webinaire, on va s'interroger sur les capacités d'évaluation via un QCM. Et pour commencer, on va essayer de définir de quoi on parle. QCM, questionnaire à choix multiples, certes, mais c'est un vocable qui regroupe plein de formats. Parfois, on entend QCU, questionnaire à choix unique, QRM, questionnaire à réponse multiple, QRC, questionnaire à réponse courte. Le format QCM, c'est souvent des questions définies avec des choix de réponses définis, et on doit justement choisir des réponses. Mais parfois, dans ces questionnaires-là, on peut aussi possiblement produire des réponses courtes. Des questionnaires aussi, et c'est pour ça qu'on va plutôt parler de questionnaires pour la suite, des questionnaires aussi qui ont des cadres de réponse qui sont variables. Est-ce qu'on est sur du vrai-faux simple, donc avec 2 items, vrai ou faux, du vrai-faux multiple, donc ça veut dire plutôt des phrases dans lesquelles il y en a un certain nombre enfin, un certain nombre d'items de réponse sont justes, d'autres sont fausses, des appariements aussi, qui soient figurés par des images ou autres, et d'autres exemples encore, appariement, on est bien d'accord, il s'agit de mettre en relation ou en corrélation des items de réponse. Tout ceci offre des formats de questionnaires très différents, et puis quand on parle d'évaluation, de quoi parle-t-on? Si on redéfinit rapidement les 3 grands types d'évaluation, on a l'évaluation diagnostique, qui permet
eh bien comme son nom l'indique, de poser un diagnostic, donc de tester avant l'apport de connaissances et de pouvoir identifier le niveau des personnes et positionner son groupe d'apprenants. On a l'évaluation formative, qui est plutôt un outil qui permet à l'apprenant aussi d'acquérir, de se corriger, d'acquérir du savoir, d'avoir une remédiation par rapport à ses erreurs ou des précisions par rapport à ce qu'il sait déjà. Et enfin, l'évaluation sommative, qui en fait est l'évaluation, qui est le sens qu'on donne en général à l'évaluation, c'est-à-dire celle qui va venir sanctionner un processus d'apprentissage et qui va pouvoir dire bah, vous validez ou vous validez pas. Donc, évaluation diagnostique, formative, sommative, 3 types d'évaluations différentes qu'on utilise en fait régulièrement, parfois sans le savoir, en faisant un peu du monsieur Jourdain pédagogique, et des formats de questionnaires qui sont très différents. Alors, si on parle d'évaluer avec des questionnaires, des QCM, pour un questionnaire idéal, enfin, on ne peut pas faire l'économie de savoir quelle est la bonne formulation ou quelles sont les recettes qui permettent d'avoir un QCM plutôt vertueux, un questionnaire plutôt vertueux. Et forcément, ça va toucher sur les énoncés de questions et puis les items de réponse. Encore une fois, j'élargis un peu, ces webinaires sont toujours aussi des introductions à des sujets, un peu comme les formats courts que nous réalisons. On se tient évidemment à votre disposition pour vous proposer, et notamment sur ce point-là, des outils d'accompagnement pour un peu des checklists pour vérifier si vos questionnaires sont le plus vertueux possible. Donc, si je reviens sur la slide, des énoncés de questions idéaux doivent faire apparaître clairement la question, éviter toute ambiguïté, éviter les tournures aussi qui peuvent prêter à confusion, ou en tout cas qui peuvent être interprétables. Ça paraît évident, ce que je dis, mais parfois quand on a, pour le dire rapidement, la tête dans le guidon, et qu'on parle de son champ de spécialité, et ben parfois ça peut être compliqué, on peut tomber dans des travers comme ceci. Le questionnaire, la question vertueuse aussi ne donne bien entendu aucun indice sur la solution attendue. Doit avoir dans les tournures aussi des tournures affirmatives ou interrogatives, mais éviter les négations, éviter les doubles négations aussi, et puis, si possible, ne vérifier qu'une seule notion. Chaque question doit éviter de croiser les notions. À l'échelle d'un questionnaire, on peut valider et croiser les notions, mais à l'intérieur d'une question, on va essayer de ne vérifier qu'une seule des notions. De même, les items de réponse doivent être en eux-mêmes incontestables, soit toujours vrai, soit toujours faux. Je rajouterais même que d'utiliser des absolus dans sa réponse peut donner des indices quand on met dans des items de réponse des toujours, des jamais, et à côté de ça, d'autres items de réponse avec des parfois, des choses un peu plus nuancées, ça peut donner des indices sur quelle est la bonne réponse. On se méfie souvent des absolus, par exemple. À l'inverse, ça peut donner des indices ou ça peut tromper la personne. Et du coup, les items de réponse doivent tous être crédibles, même si on met des leurres, et on va plutôt préférer le terme de leurre au terme de distracteur. Parfois, quand on lit la littérature autour des questionnaires, on voit apparaître le terme de distracteur qui est en fait une réponse fausse, un distracteur trop évident, un peu absurde, fausse en fait l'investissement et ce qu'on cherche à évaluer. Les items de réponse doivent être homogènes, ne serait-ce que dans, si possible, le nombre de mots utilisés, mais en tout cas dans leur longueur, dans leur précision. Une réponse très précise avec 2 autres items de réponse très peu précis donne une indication aussi. Et puis, toujours dans la même idée de neutralité, être présent dans un ordre neutre et, si possible, être accompagné de feedback. On est dans l'idéal. Donc, on a des formulations qui vont permettre de bien comprendre la question, qui ne sont pas ambiguës et qui portent sur une notion, qui éventuellement peut être clairement identifiée, voire très explicite, et puis des items de réponse qui permettent d'éviter un maximum de biais, pour employer ce terme-là, en tout cas dans l'aptitude à répondre, parce qu'un questionnaire, comme toute évaluation, doit porter sur la matière et pas sur les capacités qu'a l'élève à déminer cette modalité. On ne cherche pas à analyser leur faculté à répondre à un questionnaire, on cherche normalement leurs compétences ou leur niveau de connaissance, en tout cas, sur la matière.
Une fois qu'on a parlé des questions et des réponses et comment on les construit, et encore une fois, on est dispo pour vous construire avec vous des checklists pour gagner du temps et vérifier la validité aussi de vos questionnaires. On peut se rendre compte, et on le sait déjà, qu'un questionnaire peut être une méthode d'évaluation efficace. En s'assurant de deux choses, et on ne va pas parler des tricheries, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont assez documentées et nous avons aussi des solutions. Mais en tout cas, les deux points que je veux aborder ici, c'est un, les objectifs. Comme toujours en termes de pédagogie, une fois que les objectifs sont clairs, on met un maximum de chance pour que ce processus d'apprentissage soit efficient. Pour que les objectifs soient clairs dans le cadre d'un questionnaire, eh ben, il faut avant tout bien identifier les notions. Quelles notions je veux vérifier au travers de ce questionnaire? Et puis, quel niveau d'apprentissage je vise? Est-ce que je veux vérifier que les élèves, à propos de cette notion, ont mémorisé des notions? Parce que c'est important de mémoriser. Est-ce que je veux plutôt vérifier leur compréhension, la faculté qu'ils ont à mobiliser des éléments mémorisés pour aller plus loin? Est-ce que je veux vérifier l'application, ce qui est parfaitement possible dans un questionnaire et un questionnaire à choix multiples? Ou est-ce que même je veux vérifier leur capacité d'analyse, par exemple, d'un texte, un QCM qui ferait suite à un texte, pour répondre, les élèves auraient besoin de mobiliser éventuellement des éléments mémorisés, mais on va vérifier leur capacité d'analyse. Donc, vérifier d'abord si les notions sont dedans, quel niveau d'apprentissage on veut vérifier. On retombe sur la rédaction des items et des questions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je disais donc tout à l'heure que chaque question doit aborder qu'une seule notion, mais qu'effectivement, on peut aussi vérifier, évaluer l'acquisition d'une notion en croisant des questions et faire augmenter l'intelligence du QCM, et puis de créer un barème qui soit aussi cohérent avec les objectifs d'évaluation. Qu'est-ce que je veux évaluer? Est-ce que mon questionnaire permet de l'évaluer? Et est-ce que ma notation permet, par ses pondérations, par les poids, est-ce qu'elle permet de bien évaluer ce que je considère, moi, comme enseignant, en tant qu'enseignant, comme essentiel et comme important, mais dans un second temps. Je disais deux points. Premièrement, les objectifs, la clarté des objectifs. Et puis, deuxièmement, si on maîtrise le hasard, on peut considérer que tout questionnaire est en fait peut être abordé et résolu comme un jeu de hasard. En fait, on peut maîtriser et réduire ou augmenter la part de hasard. Et en jouant là-dessus, eh ben, on peut en faire une méthode d'évaluation plutôt efficace. Déjà par le choix, est-ce que c'est un questionnaire à choix multiples, mais dans lequel il va y avoir une seule réponse valide? Est-ce que c'est un questionnaire à réponse multiple, c'est-à-dire un questionnaire où je vais devoir répondre, où les réponses justes sont plusieurs dans les items? Je vais pouvoir éventuellement croiser mes questions, pouvoir vérifier que la bonne réponse à la question 1 n'est pas un hasard, si à la question 3, il répond aussi correctement sur une question proche. Donc, c'est là où on peut croiser les questions pour vérifier l'acquisition d'une notion. Est-ce que je dévoile ou pas, dans le cas d'un questionnaire à réponse multiple, donc un questionnaire où il faut répondre plusieurs items pour avoir tout juste, est-ce que je dévoile ou pas le nombre de réponses attendues? Et ça, les statistiques explosent. On tient à votre disposition aussi une ressource où quelqu'un a calculé la part de hasard d'avoir tout juste ou d'avoir la moyenne, suivant qu'on est sur un QCM, un QRM, et suivant qu'on dévoile ou pas le nombre de réponses attendues. Et puis, bien sûr, si je gère à la fois mes points positifs, mais aussi si je mets des points négatifs qui sont liés qu'à une seule question ou qui sont liés à l'ensemble du questionnaire, c'est-à-dire les points négatifs que je peux avoir sur une question vont impacter que cette question-là ou l'ensemble du questionnaire, va jouer sur le hasard, tout comme les points positifs. Est-ce que je cumule? Est-ce que s'il y a plusieurs réponses, je dois répondre toutes les réponses justes pour obtenir tous les points ou pas? C'est le tout ou rien. Et puis la pondération aussi permet de maîtriser le hasard. Donc, plusieurs types de questionnaires, plusieurs types d'évaluation, et donc qui incluent des moments différents dans un cours au global. Une efficacité du questionnaire qui repose beaucoup sur la qualité des questions, comment elles sont rédigées, la qualité des items.
Un questionnaire qui est efficace pour évaluer si les objectifs sont clairs et si le hasard est maîtrisé. Et puis surtout, et c'est là-dessus que nous voudrions mettre l'accent aujourd'hui à la DIP, un questionnaire peut être un outil d'enseignement efficace, au-delà d'être un outil d'évaluation efficace. Le questionnaire peut, et on l'a évoqué tout à l'heure quand je parlais d'évaluation diagnostique, le questionnaire peut être un formidable outil de perception, de perception pour l'enseignant, à la fois de la compréhension du groupe sur une notion, mais aussi de ses représentations. Et donc, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir orienter, guider, réajuster l'interaction, la relation pédagogique pendant le cours. C'est quelque chose qui va pouvoir aussi enrôler l'ensemble du groupe dans une direction. Et ça, c'est justement un des sens de canaliser l'attention du groupe. À des moments où on a besoin d'orienter le groupe vers une direction, de mettre l'accent possiblement sur une notion ou une méthode, un questionnaire est un excellent moyen de rediriger toutes les énergies dans le même sens. Dans un autre sens, autour de cette phrase-là, quand on a des élèves qui aussi ont un PC devant eux ou un téléphone à côté d'eux, rendre l'usage de ces outils numériques, canaliser l'usage de ces outils numériques en exploitant un questionnaire, c'est aussi permettre de canaliser l'attention du groupe. En soi, déjà, l'usage du questionnaire comme activité pédagogique, c'est un outil d'enseignement qui est efficace, du côté de l'enseignant. Du côté de l'apprenant, c'est aussi une méthode d'apprentissage efficace. À la fois par ses apports directs, un questionnaire vertueux dispose de feedback. Il permet donc de pouvoir avoir des éléments qui permettent de légitimer, ou en tout cas justifier la bonne réponse, qui peut parfois être intuitive. Redonner des termes, refaire un lien avec du contenu. J'ai répondu juste parce qu'il me semblait me rappeler que, mais j'ai une explication circonstanciée, et donc j'appuie l'apprentissage. Mais par les types de corrections aussi proposées, qui corrige? Est-ce que c'est de l'autocorrection? Est-ce que c'est de la correction croisée? Est-ce que c'est de la correction massive? Est-ce que, on n'a pas parlé tout à l'heure de hasard de questions, et ça permet de faire du feedback aussi très différencié, et pourquoi pas d'appuyer le tutorat par les pairs? Bref, en tant que support qui fait le lien entre la boîte noire de l'élève, sa capacité à travailler, ou en tout cas ses méthodes et ses stratégies de travail, donc le lien entre ça et les contenus, les apports et les notions que nous apportons en tant qu'enseignants, le questionnaire est un médium plutôt efficace. Et c'est un médium plutôt efficace, la recherche donne des termes là-dessus, on va en parler juste après. C'est aussi une méthode d'apprentissage efficace sur l'influence, par l'influence qu'elle a sur la motivation des élèves. Répondre à un questionnaire, c'est quelque chose qui peut être un peu déconcertant à un moment donné, puisque quand on répond à une question, on a toujours une chance d'avoir faux. Quand on se lance dans un questionnaire, on va être mis en face de notre capacité à être juste ou à être faux. Et en miroir, plus je réponds juste, plus j'augmente ma confiance, plus je me rends compte que par défaut, je sais des choses, en fait, par défaut ou pas d'ailleurs. Ça permet aussi de mettre en lumière mes manques et donc de légitimer le besoin d'acquisition, de limiter la fameuse phrase de mais monsieur, madame, à quoi ça sert ce qu'on fait? Si au préalable, je me suis rendu compte que sur tel point, eh ben, je n'ai pas la bonne réponse, ce qui avant tout est plutôt logique. Avant de venir dans un cours, on peut considérer que l'élève n'a pas la connaissance ou la compétence, hein. Il en a d'autres, mais pas forcément celle-ci. Eh bien, de se rendre compte qu'on ne l'a pas, ça peut légitimer ce besoin d'acquisition. Ça va au-delà de ça, en fait. C'est-à-dire que je réponds à une question avec un terme très technique et qui m'est inconnu en tant qu'élève. Lorsque je vais le voir ressortir dans le cours, je vais lui prêter attention. Et je vais avoir une explication sur cette fameuse question où je n'avais pas la réponse. Et puis, ce questionnaire-là aussi peut être utilisé en dehors du face-à-face pédagogique. Et donc, c'est aussi un moyen, puisque tout le monde aime au moins jouer au moins une fois de temps en temps, et un questionnaire, c'est un test. Eh bien, dans le cadre de révision, et en fait, il est plus intéressant de pouvoir se tester plutôt que simplement relire et bachoter.
et ça, c'est pas moi qui le dis, même si c'est moi qui porte ce message aujourd'hui, mais ce n'est pas moi qui le dis. On a sélectionné trois ressources et on a une ressource, enfin trois éléments scientifiques, et on a une ressource qui fait une petite synthèse des trois, je vous donnerai dans la diapo après. On ne va pas rentrer dans le détail, mais très rapidement, Björk, Soderstrom et Little, au travers d'une recherche, montrent que tester améliore les résultats à un examen final. Alors, pas dans des proportions gigantesques, mais proposer un test avant l'apport de notions a un effet sur le résultat à l'examen final sur ces notions-là. Je vous laisserai voir le détail, mais l'écart est de, en gros, 10%. C'est-à-dire que dans un test final, on va avoir, j'invente 20 questions. Il y en a 10 qui ont été soumises au pré-test. Ceux qui ont passé le pré-test vont avoir des résultats meilleurs de 10% sur cette partie-là, alors que sur les autres questions, ils ont un résultat équivalent que s'ils avaient répondu au hasard, si vous voulez. Donc, pré-tester améliore, même petitement, même à la marge, mais les résultats à l'examen. Une étude de Spitzer, lui, montre que plus on teste rapidement après l'acquisition, plus on améliore les résultats à l'examen. Et ça dans des proportions vraiment très importantes. C'est-à-dire que plus on va mobiliser, mais on ne va pas trop rentrer dans le jargon pédagogique, on a voulu limiter, mais plus on va remobiliser et projeter l'élève dans cette remobilisation, cette stratégie pédagogique, rapidement après l'acquisition de la notion, on parle en échelle de minutes, mais éventuellement en échelle d'heures, plus on se rapproche de l'acquisition et meilleurs sont les résultats. De tester longtemps après a quand même un effet sur l'examen, mais moindre. Et ça, la science le prouve. Et enfin, Rediger et Karpik, qui ont fait plusieurs études et qui, eux, montrent que, notamment une étude très intéressante où ils mettent en opposition les gens qui vont lire des ressources, et même dans un dispositif, ils vont les lire plusieurs fois sur des temps assez courts pour vraiment les ancrer. Et entre des gens qui ne lisent qu'une fois la ressource et qui sont testés plusieurs fois. Alors, il y a tout un protocole de recherche où ils ont mis un certain nombre de studies, un certain nombre de tests, et puis ils ont décliné. Ils ont fait des tests. Je vous ai mis la ressource pour y voir le détail. Et ben, ceux qui ont relu un maximum de fois ont des résultats moins bons que ceux qui n'ont lu qu'une fois, mais qui se sont testés plusieurs fois, à intervalles plus ou moins réguliers. Et donc, si on recoupe le tout entre Spitzer, Rediger, Björk et Hall, effectivement, on se rend compte que se tester est une méthode d'apprentissage en termes d'ancrage qui est très, très efficace, puisque ces réactivations, si possible successives et rapides, augmentent cet ancrage et justement limite cet effet, cet effet qu'on peut appeler l'illusion du savoir, c'est-à-dire plus je lis, plus je bachote, plus je révise, plus j'ai l'impression de savoir. Et en fait, quand je suis projeté dans une modalité où je vais devoir mobiliser ce savoir-là, eh ben, je vais avoir plus de chances d'avoir un trou, un blanc, de ne pas associer le savoir que j'ai lu avec soit l'application, soit juste la remobilisation sous une autre forme. On a voulu faire court parce qu'on a encore plein de choses à dire, mais on a quand même quelques ressources, on ne vous laisse pas sans rien. Autour des rêves, je vous en ai parlé, et donc vous aurez aussi dans la journée, comme d'habitude, Marion le rappellera, et vous pourrez cliquer sur ces liens. Vous aurez donc ce petit résumé qui met en œuvre, et notamment pas tout Rediger et Karpik, mais vous pourrez retrouver les différentes études dont j'ai pu parler sur cette ressource issue de l'UNIGE suisse. Sur Rediger et Karpik, une autre ressource qui explique le protocole de recherche, et puis des ressources maison, alors qui datent un peu, mais qui sont toujours d'actualité, qui étaient proposées dans le cadre des notes pédago et des fiches issues de la bibliothèque de modalités pédagogiques, qui sont disponibles sur SharePoint. Une note pédago sur le quiz formatif, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on le met en place. Et ce sont des solutions légères, on va voir la partie outils après. Et puis une fiche sur l'évaluation de début d'année ou comment commencer son cours avec l'éval qu'on donnera à la fin.
Et puis après, dérouler le cours et après refaire l'éval à la fin. Et les résultats que possiblement ça peut apporter. Voilà, comme d'habitude, sur ces questions-là, on est dispo pour après faire du sur-mesure et de la haute couture à partir de vos besoins, vos matières, vos envies et vos moyens. C'est tout pour moi. Merci. Merci Sébastien. Donc en effet, vous retrouverez cet après-midi avec le replay les supports qui ont été présentés, notamment par Julien sur le projet des Finum, mais également toutes les ressources qu'on est en train de vous partager là avec Sébastien, Laurence et Nathalie. Voilà, pour celles et ceux qui doivent nous quitter, n'oubliez pas de remplir juste le petit questionnaire d'évaluation qui est dans la zone de conversation, hein, pendant que Laurence prépare son écran. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est juste 2 minutes. Ça vous permet, ça nous permet en tout cas de savoir ce que vous pensez des webinaires et si vous il y a des thématiques qui vous intéressent. Laurence, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Donc évaluer sur Moodle, on va choisir, c'est vraiment l'activité phare, hein, on va dire, c'est pas la seule activité pour évaluer, mais c'est la plus précise. On va donc choisir l'activité test. À noter, donc là, ça va être des informations, je dirais, de base, hein, caractéristiques de base de l'activité test. Hein. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut être assez fin, on va dire. Donc la création du test et la création des questions, ça se fait en 2 étapes distinctes. Donc ça, il faut bien le comprendre. Au niveau de la création du test, donc il va y avoir un certain nombre de paramètres. Certains sont facultatifs, d'autres pas. Bien sûr, vous allez pouvoir définir la date et l'heure d'ouverture et de fermeture du test. Ensuite, la durée du test, qui est bien sûr différente. Par exemple, dans le cadre d'un examen, il faut toujours prévoir une fermeture plus large par rapport à la durée du test, hein, pour anticiper éventuellement quelques petits problèmes au démarrage. Le nombre de tentatives aussi, donc si c'est une, plusieurs ou si c'est des tentatives illimitées. Et dans ce cas, quelle note on souhaite conserver. Cette activité, elle est aussi paramétrable par groupe. Et par exemple, on peut dire ce test pour le groupe A va être de telle heure à telle heure et pour le groupe B, une autre session. Et puis aussi, on peut faire des dérogations de groupe pour les tiers-temps, donc leur ajouter du temps supplémentaire, donc sur le même test. Au niveau des questions, une fois que vous avez inséré vos questions dans le test, vous allez pouvoir les mélanger, si c'est souhaité, bien sûr. À noter sur l'interface, donc là, vous voyez, tout en haut, il y a un menu. Donc là, vous êtes dans le test. Vous allez dans questions et c'est là où vous allez pouvoir ajouter vos questions de la banque de questions. On verra ça juste après. Et en fait, là, vous allez pouvoir régler, par exemple, le barème des questions. Là, par défaut, elles sont toutes sur un point. Et puis, la note maximale du test. Donc ça, c'est au niveau du test. Au niveau de la création des questions, donc là, on peut voir que sur Moodle, il y a pas mal de types de questions, on a le choix. On peut sortir du choix multiple, vrai, faux, appariement. À noter une question de composition. Donc cette question-là, il faudra la corriger manuellement, par contre, puisque c'est style question ouverte. Hein. Après, des choses un peu plus complexes, calculer à choix multiple. Maintenant, j'ai jamais testé. Et le choix multiple, tout ou rien. Donc, celle-ci, c'est voilà, faut avoir tout bon, sinon c'est 0. En gros, c'est ça. Glisser, déposer, qui sont relativement simples à utiliser. Et puis, les mots manquants, glisser, déposer sur image ou sur texte. Voilà, donc au niveau de... Donc là, il y a une grande variété. On peut donc varier un peu les tests, sortir du QCM. On peut aussi penser à ajouter des médias dans les intitulés de questions ou pas. Et puis, dans les questions, on peut aussi, quand on crée la question, ajouter des feedbacks pour chaque proposition de réponse, qu'elle soit juste ou bonne. Et ça peut créer, enfin, c'est pas que ça peut, c'est oui, enfin, ça peut, si on permet l'affichage à la fin du test, ça peut créer une correction personnalisée pour l'étudiant. Donc, c'est assez intéressant. À noter, alors pour ceux qui manqueraient un peu de temps pour créer des questions, il existe aussi un outil qui génère des questions grâce à l'IA. Donc là, il y a une formation CAP sur QuizWizard. Je vous invite à vous y inscrire si vous voulez voir comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est un gain de temps. Voilà. Donc, je reviens à mon activité test et la banque de questions. Alors,
Donc, on a vu création du test, ça c'est l'activité. Et puis après, évidemment, il faut que je crée mes questions. Et là, je vais les créer dans la banque de questions. Donc là, il faut vraiment avoir cette pratique. Alors, pourquoi ? En fait, parce que les questions, je vais les retrouver plus facilement si je veux les insérer dans un autre test, dans le même cours, par exemple. Mais aussi, je vais pouvoir l'exporter très facilement dans un autre cours. Et donc, pour accéder à la banque de questions, ici, donc, il y a un menu, le menu de votre cours, cours, paramètres, donc le plus, banque de questions. Et vous arrivez sur il y a un sous-menu, là, en liste déroulante. Normalement, vous devez arriver sur le menu questions. Et c'est ici que vous allez créer votre question et non dans l'activité test, parce que c'est possible également. Ensuite, il peut être intéressant d'utiliser les catégories. Alors, les catégories, donc c'est toujours dans la banque de questions. Vous voyez, il y a un sous-menu en fait. Donc là, vous allez pouvoir par exemple créer des catégories, alors soit par niveau de difficulté ou par thématique, et pour y intégrer des questions. Et à la fin, enfin au final, ça va vous permettre, quand vous en aurez un certain nombre, il en faut quand même pas mal par catégorie, au moins 10, 20, de créer des tests à questions aléatoires. Donc là, c'est très rapide. Une fois que vous avez créé vos questions dans des catégories, bon, c'est bien quand même de les classer par niveau pour pas qu'il y ait des étudiants qui se retrouvent avec des niveaux de difficulté différents au final dans le test. Et là, vous dites ajouter des questions aléatoires, j'en veux tant de telle catégorie, tant d'une autre catégorie. Et voilà, et votre test, il va se construire très rapidement comme ça. Voilà. Et pour finir, on peut aussi mélanger les propositions de réponse. Donc, on mélange les questions au niveau du test et on mélange les propositions de réponse. Là, ça se fait dans la question, quand on crée la question ou on modifie la question. Voilà, il suffit de cocher la petite case ici, les réponses possibles. Donc, il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire, mais si vous voulez connaître toutes les subtilités de l'activité test, et Dieu sait qu'il y en a, c'est vrai que c'est pas si évident que ça, puis on veut faire des choses un petit peu élaborées. Mais je vous invite à vous inscrire dans notre formation CAP activité test Moodle. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Laurence, tout à fait. Merci. Voilà, donc dans le cadre des formations qu'on organise à la CAP, en effet, il y a une formation sur l'évaluation, il y a une formation également sur l'activité test, où vous aurez la possibilité, donc avec Laurence, de prendre en main cette activité pour la mettre en place dans votre espace de cours sur Moodle. Et justement, quand on parle de Moodle, on va continuer un petit peu dans la même lignée, dans la même veine. Sur le campus de Rouen, vous savez, on vous avait parlé il y a quelques webinaires déjà de Safe Exam, qui était une des dernières nouveautés, en tout cas de Moodle, qui est la possibilité, en fait, lorsque les étudiants sont dans une activité de test, de verrouiller en fait les applications et les onglets du navigateur de l'apprenant à partir du moment où il va lancer le test. Voilà, ça va venir bloquer les onglets de son navigateur et donc empêcher que l'étudiant aille ou communiquer avec d'autres ou éventuellement prendre de l'information par ailleurs. Et donc, c'est toute l'idée de cette application. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai l'impression que non. En effet. Hop. Alors, je vous la partage. Hop. Voilà. Et donc, sur le campus de Rouen, Nadia, Laurent et Colline Desvautours ont justement installé l'application Safe Exam dans quelques salles uniquement, d'accord? Puisque Safe Exam, en fait, il y a l'installation de la solution sur les postes informatiques, alors ou des participants, mais là, ce n'était pas le choix. Le choix, c'était de l'installer véritablement dans les salles informatiques parce que c'est du matériel qu'on maîtrise et qu'on maintient et c'est beaucoup plus facile. Et donc, un test a été effectué avec 34 étudiants dans le cadre du cours de Nadia Laurent sur de la physiologie et de la reproduction. Et donc, voilà, ce test comportait une trentaine de questions. Et on va dire que le test s'est plutôt bien passé.
Alors, Safe Exam, son installation, elle est gérée par les DSI. Et en tout cas, la partie mise en place du côté de l'enseignant, à partir du moment où la banque de questions est faite, le test est fait, les questions sont importées dans le test et le test est paramétré, en fait, c'est juste une petite case à cocher dans les paramétrages du test sur Moodle. Et donc, ça veut dire que lorsque l'étudiant va lancer le test le jour J, ça va faire appel à Safe Exam qui, lui, va venir verrouiller ce que vous avez en tant qu'enseignant décidé de verrouiller, c'est-à-dire les onglets du navigateur ou certains onglets de navigateur et pas tous. Si vous êtes en cours de mathématiques et que vous souhaitez que les étudiants, par exemple, accèdent à la calculette, vous avez la possibilité de dire, voilà, on laisse ouvert telle application. Donc, ça permet quand même de juguler un petit peu les histoires de tricherie ou les histoires d'étudiants qui voudraient communiquer les uns avec les autres. En tout cas, pour essayer de tricher. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'est plutôt bien passé. Et en tout cas, Nadia a adopté la solution, ça y est. Et donc, un prochain test aura lieu sur Rouen début décembre. Et c'est donc Colline qui nous fera un petit retour d'expérience sur son usage, savoir si à nouveau ça a fonctionné correctement et si c'est quelque chose qui est fiable et maintenu et que l'on peut véritablement diffuser, en tout cas utiliser sur les différents campus. Voilà, donc le test s'est bien passé et je vous invite, parce qu'on va passer à la diapo suivante, à profiter du petit podcast de Nadia Laurent qui nous a partagé son retour. Alors, j'ai peut-être quelques minutes pour vous le diffuser. Alors pour ma part, ça fait 3 ans que j'utilise la plateforme Moodle pour faire des tests QCM d'une trentaine de minutes pour des étudiants de 2e et de 3e année. Alors l'année dernière, j'ai une étudiante qui va me voir quasiment en pleurs en me disant que il y a des étudiants qui ont pu tricher sur un des tests que j'avais fait, notamment en ouvrant l'Internet pour vérifier certaines questions. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai été assez surprise. Donc, je contacte les collègues de la CAP pour voir comment on pouvait résoudre ce problème. Effectivement, sur Moodle, il y a l'application Safe Browser. Donc, cette année, avec ma collègue Colline de Vautour, on a recontacté le service de la CAP parce qu'on avait des tests à faire dès le mois de septembre. Donc, ils nous ont expliqué un petit peu les étapes à suivre. Donc, globalement, si on fait un test en salle informatique, il faut que les collègues de la service DSI téléchargent très en amont sur chaque poste informatique le Safe Browser. Ensuite, nous l'avons testé en créant une adresse fictive et en faisant le test. Donc, ça a très bien marché. Aucune fenêtre n'a pu s'ouvrir. Concrètement, pour ma part, c'est au moment où on crée le test, il suffit effectivement de cliquer sur le Safe Browser et modifier quelques paramètres et c'est vraiment pas compliqué. Alors, le jour de l'évaluation, moi, je conseille que les étudiants viennent un peu plus tôt pour justement commencer dans le temps les évaluations parce qu'il y a quelques étapes supplémentaires. Globalement et très rapidement, connexion sur Moodle. Au moment où ils ouvrent le test, eh bien, ils vont avoir un message comme quoi il faut cliquer sur le Safe Browser pour activer justement cette page qui va être une page noire. Donc, une fois que c'est fait, ils doivent se reconnecter sur la plateforme Moodle. Et nous, ils ont dû se reconnecter 2 fois les étudiants, alors qu'on ne sait pas pourquoi. Une fois que c'est connecté, ils peuvent aller sur le test, ils peuvent réaliser le test et toutes les autres fenêtres sont bloquées sur l'écran. Donc, à la fin du test, ils doivent recliquer pour pouvoir sortir du Safe Browser. Voilà. Alors, pour ma part, c'est un bilan positif puisque le Safe Browser a joué complètement son rôle. Aucune fenêtre n'a pu s'ouvrir et donc la triche via cette voie-là n'était pas possible. Concernant les étudiants, je n'ai pas eu de retour négatif, j'étais globalement assez content, surtout certains, notamment pour réduire la triche. On a eu juste un seul souci. On a un étudiant qui n'a pas pu se connecter au Safe Browser, donc on lui a fait faire changer d'ordinateur et le problème était rentré dans l'ordre. Voilà, donc pour ma part, le Safe Browser, je vais le réutiliser pour les tests qui vont arriver incessamment sous peu. Et j'espère voilà, vous avoir convaincu à utiliser le Safe Browser pour les tests QCM. Voilà, bonne journée et au plaisir. Au revoir.
Voilà, donc le petit retour de Nadia Laurent, et donc vous pourrez le consulter tout à l'heure, bien évidemment. Voilà. Je vais passer la parole à Nathalie Massias pour les actualités en pédagogie. Je vais te laisser le soin de partager ton écran. Voilà, Donc, impeccable. l'écran est partagé. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je vais vous parler des actus pédagogiques du mois. Donc, des actus qui sont vraiment tournées en lien avec la thématique, à savoir l'évaluation. Donc, pour commencer, donc je vous propose un MOOC. C'est la 7e édition du MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur. Donc, c'est proposé par un collectif d'auteurs issus de différents établissements d'enseignement supérieur, et c'est un MOOC qui est disponible sur la plateforme de cours en ligne Fun. Donc globalement, c'est un MOOC qui vise à soutenir et à accompagner les enseignants dans leurs connaissances sur les processus d'apprentissage et aussi dans leur pratique d'enseignement et aussi dans l'évaluation. Donc l'évaluation qui est justement la thématique du webinaire du jour. Et dans ce MOOC, vous aurez toutes les clés pour évaluer les apprentissages de vos étudiants en lien avec des objectifs d'apprentissage que vous avez choisis et en prenant compte aussi de votre contexte d'enseignement. Petite information pratique, donc c'est un MOOC qui n'est pas encore ouvert, qui commencera le 8 janvier prochain, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, ce qui vous permettra de pouvoir revoir les archives du cours. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire le cours dans le délai imparti, vous aurez accès aux archives. Ensuite, on passe au replay. Donc, le premier replay de la sélection, c'est repenser l'évaluation des apprentissages en enseignement supérieur. Donc, c'est un webinaire qui s'est déroulé en 2020 et qui a été réalisé par 2 institutions québécoises. Donc, le Conseil supérieur de l'éducation et l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. C'est un webinaire qui avait pour but de faire connaître les objectifs de l'évaluation des apprentissages. Dans une première partie, sont abordés plutôt les objectifs de l'évaluation et les observations sur le terrain. Et dans une deuxième partie, vous aurez la possibilité d'écouter le témoignage de 2 enseignants-chercheurs, l'un dans le domaine des sciences sociales, l'autre dans le domaine des sciences appliquées. Et ces enseignants présentent la façon dont ils appliquent les principes d'évaluation dans le cadre d'une pédagogie par projet. Et ils brossent aussi un tableau des outils, des observations qu'ils ont pu faire au cours de leurs années d'enseignement. Un deuxième replay, c'est celui d'un webinaire qui a eu lieu en avril 2023, au cours duquel 2 ingénieurs pédagogiques, Martin Trio et Julien Maurice, ont expliqué comment enseigner et évaluer dans un contexte où les étudiants ont accès à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une question très actuelle. Dans une première partie, Martin Trio explore les défis pédagogiques liés à l'intelligence artificielle et il tente de répondre à la question: quelles activités peut-on encore confier aux étudiants alors que l'IA est capable d'accomplir de nombreuses tâches? Et dans une deuxième partie, donc Julien Maurice, qu'on connaît bien ici à la CAP, met en lumière des exemples pratiques d'application de l'intelligence artificielle dans l'enseignement pour inspirer et informer les formateurs et les enseignants. Ensuite, je vous ai sélectionné quelques articles si vous voulez aller plus loin sur la question de l'évaluation. Donc, première suggestion, un article de Campus Matin de septembre 2023 qui recense 7 conseils pour mettre en œuvre l'approche par compétences et son évaluation. Et ce sont des conseils qui sont tirés de l'expérience de 2 enseignants-chercheurs de l'université Picardie-Jules Verne à Amiens. Et parmi leurs conseils, on notera la mise en place d'une évaluation basée sur un portfolio enrichi en continu ou encore un modus operandi pour évaluer les grandes cohortes. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Deuxième suggestion, c'est un article d'avril 2023 qui est publié sur le site EducPro et qui s'appelle « Comment adapter les évaluations dans le supérieur pour déjouer ChatGPT ». Donc, ça fait un petit peu le lien avec le webinaire dont je viens de vous parler. Et dans cet article, on vous propose différentes pistes pour adapter les évaluations. Par exemple, préférer une évaluation par le travail de groupe ou par l'analyse ou par la restitution personnelle. Et l'article explique aussi que bannir ChatGPT n'est pas forcément souhaitable, qu'il vaut mieux former les étudiants et surtout les informer sur ce qui est autorisé par l'établissement dans le cadre de leurs études.
Et enfin, une dernière suggestion, donc ça c'est un article de 2022 tiré de la revue RIPES, donc la revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur. Alors il s'agit d'un petit pas de côté puisque l'objectif de l'article est plutôt de réfléchir à l'amélioration du dispositif d'évaluation des futurs enseignants. Toutefois, vous y trouverez toute une partie très bien documentée sur les caractéristiques de l'évaluation dans une approche par compétences. Donc voilà, quand vous aurez le Geniali ou du webinaire, vous pourrez cliquer sur chacun sur chacun de ces articles si vous êtes intéressé. Ensuite, on passe au podcast. Donc, j'en ai sélectionné 3 en lien également avec la thématique de l'évaluation. Tout d'abord, C'est quand la pause. Donc, ça, c'est un podcast de 3 ingénieurs pédagogiques belges. Et c'est un épisode de 2023 qui dure à peu près 1 heure. Et c'est un épisode pendant lequel les ingénieurs pédagogiques discute de la place de l'évaluation des apprentissages, des freins à sa mise en œuvre ou encore des manières de la déployer en formation pour mesurer la progression des apprenants. Deuxième podcast, c'est Let's Mind. Donc, c'est un podcast proposé par Laetitia Fly-Sainte-Marie. C'est une ancienne directrice des études dans l'enseignement supérieur et également experte en ingénierie pédagogique. Et dans ce 6e épisode de 20 minutes qui a été diffusé en octobre 23, vous pourrez découvrir les types, les modalités et les process d'évaluation pour en faire un véritable atout dans vos formations. Et enfin, dernier podcast venu de Suisse, donc c'est nos amis du Pédagoscope. Et c'est un podcast qui date de mai 2021, mais qui est toujours d'actualité. Et durant 20 minutes, on peut écouter le témoignage de 2 enseignants-chercheurs de l'Université de Québec qui reviennent sur la question de l'évaluation à distance. Quelles sont les différentes pratiques possibles? En quoi ces pratiques diffèrent-elles d'une évaluation en présentiel? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'équité et la qualité de l'évaluation, etc. Donc voilà, 3 podcasts très intéressants. Et enfin, on passe à la partie livre. Donc, vous voyez, il y a pléthore d'ouvrages qui abordent cette question de l'évaluation. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais sachez que chacun d'entre eux consacre ou une partie ou l'entièreté de leur contenu à l'évaluation. Par exemple, le manuel de pédagogie universitaire qui se trouve au centre de la slide. Donc, c'est un manuel qui est téléchargeable en ligne et qui a été publié par l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et dans ce manuel de pédagogie universitaire, il y a notamment un chapitre sur les dispositifs d'évaluation des acquis, comme le portfolio, la grille critériée ou la carte conceptuelle. Nous avons aussi, alors dans tous nos centres de doc, je ne sais pas si vous voyez bien la boîte à outils des formateurs. Donc dans ce livre, il y a un dossier qui est intitulé « Évaluer et favoriser le transfert des acquis ». Donc il y a plein de fiches pratiques avec les principaux outils et les méthodes à utiliser. On a aussi, par exemple, ce livre « Comment construire un dispositif de formation » qui a été coécrit par Marcel Lebrun. Et donc, il y a également un chapitre consacré à l'évaluation des apprenants, avec des questions à se poser lors d'une évaluation, soit en présentiel, soit en distanciel, et quels sont les différents instruments d'évaluation des acquis à préférer en fonction des types de savoirs à évaluer. On a aussi un livre qui vient tout juste d'arriver sur le campus du Rouen, qui est dans la même collection que le livre précédent. Donc ça, c'est la Bible des formateurs et des enseignants en santé. C'est donc comment mieux former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé. Donc, c'est un livre qui est truffé de cas pratiques, d'exemples de construction d'outils d'évaluation. Alors, certes, c'est sur la santé, mais ça peut tout à fait être appliqué à d'autres formations. Et enfin, un petit accent sur ce livre, la pédagogie des classes inversées qui propose des modes d'évaluation adaptés en fonction de la pratique de l'enseignant. Donc, ça peut être de l'évaluation par les pairs, ça peut être de l'auto-positionnement ou encore de l'évaluation formative. Donc, vous le voyez, tous ces ouvrages sont disponibles soit dans vos centres de doc, soit en ligne, comme le manuel de pédagogie universitaire, soit sur la plateforme ScholarVox Université, à laquelle les centres de documentation du NEASAL sont abonnés. Et vous pourrez repérer facilement leur localisation grâce aux petites icônes qui sont placées sous les couvertures des livres. Je vous remercie.
Impeccable. Merci beaucoup, Nathalie. Et donc, sur le campus d'Amiens, s'il y a des ouvrages qui vous intéressent, parmi ceux que vous voyez à l'écran, vous pouvez d'ores et déjà les réserver sur le campus de Beauvais. Et j'aurai grand plaisir à vous les livrer en main propre sur le campus d'Amiens. Donc, n'hésitez absolument pas. Hein, il y a des systèmes également de prêt entre établissements. Tout à fait. Donc, n'hésitez absolument pas. Merci, Nathalie, pour cette veille riche. Donc, il y a plein d'actualités. Donc, vraiment, sur l'évaluation, vous avez globalement tout ce qu'il faut pour vous lancer, pour être accompagné, et on reste à vos côtés, bien évidemment. Je vous ai subtilement glissé dans la zone de conversation à droite de l'écran le lien qui permet d'évaluer notre webinaire, sa pertinence, son animation, que sais-je encore. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, de soumettre quelques thématiques que vous aimeriez voir dans nos webinaires. Voilà, donc je vous souhaite un excellent après-midi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, un grand merci à l'équipe d'animateurs de la CAP à mes côtés pour animer ce webinaire. Grand merci à Julien d'avoir pris le temps également de nous présenter Definom. Donc, n'hésitez pas, si vous croisez Julien sur les campus et que vous avez un projet en réalité virtuelle, hop, allez prendre quelques minutes pour discuter avec lui de votre projet. Voilà, un grand merci à Réalité tous. virtuelle ou toute autre immersion. Ou toute autre immersion, tout à fait. Merci à Merci à tous. tous. Bon Merci. après-midi Bonne fin de journée. Merci, et à au très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.